What's up tout le monde? Écoutez, aujourd'hui, je vais vous parler de la stratégie de création de contenu qui nous a permis de générer 75 millions de vues organiques en 2 ans via la production de 6000 vidéos verticales et 150 épisodes de podcast. Ce que vous avez devant vous, c'est pas ça. OK? Aujourd'hui, on va vraiment plus parler de notre écosystème de contenu ici-bas, que nous, à l'interne, on aime appeler le blueprint. Mais je vais quand même commencer par ça. Pourquoi je vous montre cette stratégie-là? C'est que je vois énormément d'agences et de consultants la commercialiser en ce moment même et la coller à des folles promesses. Fois 3 le nombre des vues, fois 5 le nombre des vues. Tu vas avoir des DM remplis de clients qualifiés. Ta business va tellement exploser. C'était peut-être vrai il y a 2-3 ans lorsqu'on n'avait pas autant de compétition dans le format short forms. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Si tu commences en création de contenu, tu es tout seul, tu peux commencer à faire des vidéos, tu es assez intimidé, donc tu commences vraiment avec ton cellulaire, tu veux commencer à publier des Reels, des TikTok, that's it. C'est très, très, très bon. Je vais toujours dire que c'est bien mieux de commencer à petite échelle que de jamais commencer. Fait que ça, c'est parfait. Mais si tu t'es fait, désolé, si tu t'es fait vendre le rêve que ça va être le game changer de ta business, c'est pas vrai. Donc, je vais juste expliquer les 4 grandes étapes: stratégie, contenu, diffusion, conversion. La stratégie, j'ai marqué ChatGPT, ça a l'air drôle, mais on a repris énormément de dossiers où est-ce qu'on s'est fait dire que l'ensemble de la stratégie, c'était 2-3 questions, donne-moi 15 sujets de vidéo à ChatGPT, puis c'était ça. OK? Contenu, 15 vidéos par mois. OK, fine. De quelle manière? Assis sur le coin d'une table, je donne un truc à caméra, fini bonsoir, sous-titrage, let's go. Ça peut être bon encore une fois pour commencer, mais rapidement, il faudra avoir de la variété dans le contenant, la variété dans le contenu, surtout dans des marchés super concurrentiels comme le courtage immobilier. Si tu es le 450e qui arrive assis sur le coin d'une table à dire que tu as tellement besoin d'un duplex dans la vie, c'est sûr que ça ne va pas marcher. Ensuite, la diffusion, OK, sur les 4 à 5 grands réseaux sociaux et toutes les actions de conversion, c'est quoi? C'est une prière. On a diffusé 15 vidéos, x 4 ou 5 réseaux sociaux, 60-75 publications uniques. Pas de stratégie, pas de publicité, pas rien. Go, go, go. On s'assied, on prie, on rentre pas dans les DM, rien, puis on espère que les clients vont venir à nous. Donc, tout ça pour dire, si tu commences avec ça, parfait, mais attends-toi pas à des miracles en 3 mois. Puis, sois agile, essaie de penser à des nouvelles stratégies. Puis, de toute façon, je vais te montrer aujourd'hui comment développer une espèce de plan de contenu multicanaux, multiformat, où est-ce que là, tu mets toutes tes chances de ton côté pour transformer des vues en clients qualifiés. Donc, ceci étant dit, what's up? Je pense que je ne me suis même pas présenté. Moi, c'est Alex. Mon partner que vous allez voir tantôt, c'est Steven. Nous, c'est Prolific depuis 2016. On est une agence en création de contenu, en stratégie marketing, en branding. Et notre promesse aujourd'hui, c'est qu'on transforme votre marque en média et votre audience en revenus en 120 jours. Ça a l'air d'être une belle phrase de consultant marketing théorique, mais en pratique, c'est vraiment ça qu'on fait. Par exemple, on a travaillé récemment avec Hugo Gérard. Donc, Hugo Gérard est la marque personnelle. Il y a aussi des marques corporatives comme Hugo Strong. On l'a transformé en média. Donc, on a créé Hugo Gérard sans limite, le podcast, la série en ligne. Appelez ça comme vous voulez. Puis la manière qu'on l'a monétisé, c'est grâce à un plan de commandite, monétisation YouTube, et on s'en va possiblement vers des communautés en ligne. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, Radiance. Donc Clinique Radiance, c'est une clinique en médico-esthétique. On est en train de créer le show en ligne Les Radieuses, où est-ce qu'ils vont recevoir des invités, des débats, des interviews. C'est vraiment de démystifier le vrai du faux dans tout le domaine médico-esthétique, les injections, Botox, ainsi de suite. Cette stratégie-là va leur permettre de générer des prospects. On va leur monter un plan de commandite avec des partenaires ultra qualifiés et on va aussi développer des brand deals. Donc, en pratique, réellement, c'est ça qu'on fait. Pour générer ce genre de résultats-là, il faut vraiment avoir une vision écosystème et non linéaire de son plan de contenu. Donc, on va avoir plusieurs types de formats, de longueur de vidéo, plusieurs canaux de communication. Tous ces points de contact-là vont avoir des objectifs, puis tout va être interrelié par des stratégies de conversion.
Donc ça, c'est vraiment le big picture. Tous les chemins mènent à Rome, puis dans notre cas, Rome, c'est le revenu. Mais si vous commencez uniquement, par exemple, avec du contenu organique, short form, long form, c'est parfait. Si vous ajoutez le contenu payant un moment donné, c'est encore mieux. Puis si vous ajoutez du contenu média, ben là on commence à vraiment avoir un plan sérieux. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir une vue d'ensemble, mais de commencer avec la base. Puis la base, c'est vraiment la stratégie et c'est de répondre à la première question, qui suis-je? OK? Donc ça a l'air niaiseux dit de même, mais c'est vraiment la première question que je vous invite à voir aujourd'hui. Est-ce que vous êtes un entrepreneur, un influenceur ou un gros chef bandit? Si tu es un entrepreneur, c'est que tu vends de l'expertise. Si tu es un influenceur, c'est que tu vends une audience. Puis si tu es un bandit, c'est que tu vends de la fraude. OK, on va se dire là. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est que souvent, j'ai des gens en consultation qui me disent Hey, moi, je veux être viral, je veux des vues, je veux être viral. Ben, pour ça, il faut faire des vidéos où est-ce que c'est soit des trends, soit tu as l'air tata, soit tu fais une vidéo à la Andrew Tate avec des opinions un petit peu louches. Là, tu vas être viral. Mais c'est-tu vraiment ça que tu veux? Non. Toi, ce que tu veux, exemple, si tu es un entrepreneur, c'est d'avoir des vues qualifiées de ton client idéal. Si tu es un influenceur, c'est d'avoir une belle audience autour d'une niche. Exemple, tu es passionné par les technologies, ben, tu vas être l'expert incontesté dans le domaine des nouveaux ordinateurs, nouveaux software, etc. Si tu es passionné de restauration, tu vas être la référence à savoir où est-ce qu'on va souper à soir à Montréal et ainsi de suite. Donc, si tu es un entrepreneur, tu n'as pas besoin d'une grande communauté pour la monétiser. Il faut juste que tu aies un plan de contenu vraiment relié à ton public cible. Si tu es un influenceur, là, il faut que tu commences à avoir une communauté un petit peu plus élevée pour pouvoir la monétiser via des brand deals ou de la commandite. Il y a certaines personnes qui disent que ça prend un minimum de 5000 abonnés pour être considéré comme un micro-influenceur. Il y a notre partenaire, nous, NCOSI, qui parle plutôt de 10 000 abonnés. Donc, ça prend quand même du monde. Puis si tu es un gros chef bandit, tu as besoin de 0 abonnés pour avoir des victimes, mais ça, là, c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Donc, la deuxième question que tu dois répondre après avoir déterminé t'es qui toi dans la vie, c'est qu'est-ce que j'offre? Réellement, c'est quoi ton offre de service? Il y a une appellation qui est de plus en plus populaire depuis les dernières années, c'est l'offre irrésistible. C'est inventé par Alex Hormozy. Il a écrit un super de bon livre, $1 million Offer. Steven, tu peux le faire pop-up, là, le livre ici. Je conseille à n'importe qui de le lire. Puis une des manières de voir ça le plus simple possible, c'est vraiment avec sa formule de valeur. Donc, en haut de la formule, c'est le résultat rêvé. Il faut que ce soit le plus haut possible. Perception de réussite de ton public cible. Il faut que ce soit le plus haut possible. Le délai le plus bas. Et les efforts et sacrifices le plus bas. Si je donne un exemple très caricatural, juste pour que vous compreniez un petit peu la game, c'est par exemple de Dad Bod à 6 packs en 90 jours, sans aller au gym ou en ayant à mieux manger, comme les 250 papas que nous avons déjà aidés. Si tu es capable d'avoir cette offre de service-là, là, on s'entend que c'est de la fraude puis tu seras un bandit, là, mais c'est vraiment pour que vous compreniez. Si vous êtes capable de formuler cette promesse-là puis de la tenir, puis que vous la mettez dans votre marketing, en tête de votre page web, etc., puis réellement, c'est ça votre offre irrésistible, ça va marcher. Donc, on peut en parler extrêmement longtemps uniquement de ce concept-là, mais c'est vraiment de vous dire, au-delà de la perception de mon service, comment je peux faire en sorte d'avoir le plus de chances de faire comprendre, dans le fond, à mon client idéal qu'il n'a pas le choix de passer par moi, que je suis vraiment la personne la mieux qualifiée pour régler son problème. Et plus gros est le problème, plus gros est la récompense. Donc ça, là, c'est la première réflexion que vous devez avoir si vous êtes un entrepreneur et que vous vendez un service. Si vous êtes un créateur de contenu, un influenceur ou si vous êtes un entrepreneur qui voulait développer un média en ligne, bien, ce que vous devez développer, c'est un plan de commandite irrésistible. Donc ça, c'est un concept qu'on a développé à l'interne en s'inspirant de tout ça. Donc un plan de commandite irrésistible, ça ressemble à quoi? Il y a 2 volets. Il y a justement la commandite et la communauté. Au niveau de la commandite, c'est de développer 3 bons gros forfaits que vous allez présenter à des commanditaires potentiels qui matchent là, avec le show que vous avez en tête. T'sais, par exemple, Radiance,
On ne va pas présenter un plan de commandite à une entreprise qui loue des souffleuses. Ça n'a pas rapport. Mais des entreprises dans le domaine médico-esthétique, dans le skincare, là, il y a un match naturel qui se fait. Donc, c'est d'avoir 3 forfaits. Présentateur, c'est lui qui est le plus gâté. Partenaire et ensuite supporter. Présentateur, là, il y a la totale. Est-ce qu'à chaque intro d'épisode intégral, le brand du présentateur est carrément relié à votre branding présenté par? Ça peut être bon. Ensuite, comment qu'on décline la visibilité à l'intérieur de l'épisode intégral et des clips pour les réseaux sociaux. Il y a la fameuse visibilité ad read. Ça, c'est vraiment les espaces publicitaires très, très, très assumés qu'on voit dans les podcasts, là. Souvent, c'est coupé en milieu, en début de podcast, puis tu vois la personne carrément lire, OK, ce podcast aujourd'hui est présenté par... Donc ça, c'est vraiment un ad read. C'est comme une pub traditionnelle à l'intérieur d'un podcast, un 30 secondes. Donc, il y a une grosse valeur pour un média qui a beaucoup de vues en ligne, pour quelqu'un qui voudrait avoir cet espace publicitaire-là. Donc, c'est vraiment comme les médias traditionnels. Lorsqu'on écoute un show à la télé, des fois, il y a des pauses, ben, des fois, souvent, là. Donc, c'est vraiment de créer la même mécanique à l'intérieur de notre média en ligne, puis de la faire de la bonne manière pour que l'espace publicitaire soit intéressant à regarder. On ne veut pas endormir non plus notre audience. Ensuite, il y a visibilité native. Fait que ça, c'est vraiment natif dans le flow de l'épisode. C'est des pubs qu'on sait même pas que c'est des pubs tellement qu'elles sont bien faites. Par exemple, si on fait un épisode, puis là, un moment donné, on déguste de la nourriture, ou on essaye du vin. Par exemple, on essaye du vin. Donc, naturellement, ça cadre bien dans le flow naturel de l'émission. Il y a une bouteille qui est présentée, débouchée, on la verse, on la goûte avec notre invité, etc. Ça paraît super bien, c'est le fun, etc. Mais en réalité, c'est l'entreprise qui fait la bouteille qui a acheté cet espace-là. Donc, au lieu d'être un ad read très traditionnel, ça reste une présence publicitaire dans le cadre d'un épisode de podcast, par exemple, mais c'est tellement bien amené qu'on s'en rend pas compte, puis les annonceurs adorent ce genre de visibilité-là. Et ensuite, visibilité passive, c'est par exemple si vous avez le logo de l'annonceur ou des annonceurs dans le décor, ou des produits dérivés, etc., qui habillent naturellement le décor, donc qui est présent dans l'épisode intégral et dans les clips et réseaux sociaux. Ça aussi, c'est un type de visibilité qu'il ne faut pas avoir peur de vendre. T'sais, ça a une valeur monétaire. L'idée, c'est, à travers ces différents types de visibilité-là, gâter beaucoup plus le présentateur, gâter équitablement les partenaires et ensuite les supporters. On peut vendre en format saison. Par exemple, une saison, 12 épisodes. On vend de la visibilité à travers ces 12 épisodes-là ou par épisode. Donc ça, là, c'est les grandes lignes pour comment monter un plan de commandite avec un média numérique. Ensuite, il y a plein de variantes qu'on peut développer sur mesure, mais ça vous donne des grandes lignes. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est tout l'aspect de la monétisation qu'on peut faire grâce à notre communauté. Donc, si on crée un bon média qui se développe autour d'une vraie communauté avec des ambassadeurs, etc., ben, il y a des sous à faire avec ça. Donc, il y a la monétisation YouTube. Ça, il faut vraiment voir ça comme du long terme. C'est des peanuts qu'on peut surtout dans le marché québécois, là, c'est des peanuts vraiment qu'on peut assembler puis faire un petit peu de sous avec ça, mais pas beaucoup. Donc, pense pas payer ta Mitsubishi ou Mitsubishi, c'est pas une très grande marque, là, mais pense pas de payer grand-chose avec ça, mais c'est le fun à recevoir. Il y a tout ce qui est monétisation Patreon. Donc, l'idée, c'est vraiment de développer une communauté en ligne privée. Par exemple, l'outil Patreon est super bon pour ça, avec des exclusivités. Il y a des portions des épisodes qui ne vont pas être publiques sur YouTube, qui vont être uniquement dans le Patreon. Y a-t-il des questions-réponses qu'on va faire avec les membres Patreon? Est-ce que les membres reçoivent les épisodes en avance? Est-ce qu'il y a des séries exclusives uniquement pour les membres Patreon? Est-ce qu'on donne le pouvoir aux membres Patreon de décider c'est qui les prochains invités? T'sais? C'est vraiment de se dire, OK, on a des super fans, comment qu'on fait pour développer un modèle d'affaires autour de ça?
où est-ce que les fans vont être super contents de pouvoir participer un peu à la création de show, avoir des exclusivités. Puis nous, on aura du revenu mensuel stable. Puis on aime ça, le revenu mensuel. Ensuite, quand tu as un média où est-ce que ta marque est très forte, ben, tu peux développer du merch, des produits dérivés. Puis aussi, tu peux développer de l'événementiel. On voit de plus en plus de podcasts faire des shows live. Fait que ça, c'est une super bonne idée, vendre des billets, etc. etc. Donc là, tu sais qui t'es, tu sais qu'est-ce que tu offres. Maintenant, c'est qui ton client idéal? Donc, ça a l'air vraiment niaiseux, là, dites même, là. Mais l'idée, c'est vraiment de créer une fiche visuelle. Ça, c'est une shot, dans le fond, nous, à chaque fois qu'on a un nouveau mandat, on a un plan marketing d'une vingtaine de pages, puis on crée, entre autres, cette fiche-là du client idéal. Donc, l'idée, c'est vraiment d'associer le client idéal avec un prénom, un âge, une démographie. C'est quoi ses intérêts? C'est quoi son comportement en ligne? C'est quoi ses objectifs, aspirations? C'est quoi ses problèmes? C'est quoi vraiment ses pinpoints aujourd'hui? On remplit cette fiche-là, on détaille le plus possible, puis cette fiche-là, on la ressort. À chaque fois qu'on pense à une idée de vidéo, qu'on pense à une partie marketing, on se demande, OK, Ricky, là, il va-tu être content de cette vidéo-là ou cette vidéo-là, il est peut-être fait plus pour moi parce que moi, j'aime ce sujet-là, mais lui, il s'en fout. Donc, honnêtement, ça a l'air niaiseux, là, puis prendre une impression d'écran de ça, là. Ça a l'air niaiseux comme exercice, mais c'est vraiment essentiel dans le cadre de ta stratégie marketing. Fais cocasse à noter pour tomber sur cette photographie-là. J'ai marqué le mot-clé hipster. OK? Ceci étant dit, prochaine étape, c'est quoi mon marché? Fait que c'est vraiment de comprendre, j'opère dans quel marché, c'est qui mes concurrents, puis à travers ça, comment justement je me différencie des autres. Fait que la base, là, c'est vraiment de sortir tous ces éléments différenciateurs-là. Et ensuite, on va se servir de ça, peut-être dans le cadre de notre création de contenu, peut-être dans le cadre de la création de ton site web ou de ton landing page. C'est vraiment de mettre à l'avant-plan c'est quoi tes éléments différenciateurs, comment tu te différencies du reste de ton marché. Et tout ça réuni ensemble, ça t'amène vers ton positionnement. Donc, c'est ça la conclusion d'un plan marketing. De tout le volet stratégique, là, la conclusion, c'est ça, c'est de trouver son positionnement dans le marché. Je vais juste faire un exemple avec ça. Marcha. Marcha, c'est notre cliente, c'est une courtière immobilière. Écoute, on est tellement reconnaissant là, de l'avoir comme cliente. Elle est solide. Marcha est vraiment solide. Elle, dans le fond, c'est une courtière, elle s'est dit, OK, tout le monde parle du marché du Grand Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord, duplex, appartement, condo. Tout le monde se communique sensiblement de la même manière. Tu sais, les courtiers, là, c'est tous des top guns. Si on se fait à leur marketing, c'est tous les meilleurs, puis ils vendent tout, puis partout. Elle s'est dit, moi, là, je vais me concentrer sur ma communauté. C'est quoi ma communauté? C'est Montréal-Nord, c'est les nouveaux arrivants. Ce marché-là, un, c'est le mien. Deux, il est complètement délaissé. Donc moi, je vais vraiment avoir comme why, comme mission, d'accompagner les gens de Montréal-Nord, nouveaux arrivants, etc., à acquérir leur première propriété. Que ce soit un condo, un duplex, une maison, c'est vraiment la mission qu'elle s'est donnée il y a 2 ans. Puis pendant que tout le monde avait un marketing assez flou, puis essayait de rejoindre toute la masse, elle s'est focus sur sa niche, puis ça l'a complètement explosé grâce à son positionnement, au fait qu'elle est extrêmement authentique derrière la caméra. Donc, c'est pour ça qu'un positionnement est si important. Ça va être de plus en plus concurrentiel, le domaine de la création de contenu, peu importe les domaines, que ce soit le courtage, les crèmeries, les salons esthétiques, les concessionnaires automobiles, name it. Donc, c'est vraiment important de faire vraiment l'effort de développer sa pensée stratégique, puis d'arriver à un positionnement pour ensuite décliner ses différentes images de marque, pour ensuite décliner ses stratégies en conséquence. Donc, après la stratégie, le branding. Branding, j'ai eu 150 discussions dans les dernières années là-dessus. Souvent, je me fais demander, Alex, est-ce que je travaille ma marque perso, ma marque corpo, qu'est-ce que je fais? Moi, ça a toujours été travail sur les deux fronts. Donc, il faut vraiment travailler autant sa marque corporative que personnelle. Pourquoi?
parce que ta marque personnelle n'a pas de fin en soi. Tu peux la développer tout au long de ta vie, tout au long de ton parcours professionnel et ta marque corpo peut avoir une fin. Donc, si un moment donné, tu veux vendre ta PME et l'ensemble de tes activités est concentré sur ta marque personnelle, ça va être très dur à vendre. Il y a même des bureaux de services conseils au niveau de la transaction qui diminuent la valeur de ton entreprise si ta marque personnelle prend trop de place là-dedans, carrément. Donc moi, je conseille toujours de travailler sur ta marque corpo, ta marque perso, un peu comme moi. Tu sais, en ce moment, je travaille sur ma marque personnelle, Alex Labrie, mais elle est associée à ma marque corporative Prolifique. Donc, énormément d'avantages à travailler sur ces deux fronts. Et ce que personne fait et ce que nous on conseille chez Prolifique, c'est par la suite décliner ta marque média. Donc, par exemple, Hugo Gérard, Hugo Sans Limite, Marcha, Politiquement Incorrect Podcast, Radiance, Les Radieuses, une autre entreprise avec qui on travaille qui est un service conseil en TI, Change, va avoir Traffic Light Podcast. Donc, le fait d'avoir des marques corporatives, personnelles, médias à travers un écosystème qui fait du sens, ben, c'est là que tu peux décliner plusieurs manières de faire pour générer des sous. Tu peux développer des plans de commandite pour ton média. Tu peux développer du lead generation pour ta marque corpo perso. Tu peux développer de l'événementiel, des keynotes avec ta marque perso. Fait que c'est vraiment de travailler sur tous les fronts et d'ensuite, là, une fois que ce travail-là est fait, de parler en termes de contenu organique, de contenu payant et contenu média. Donc, pour tout le volet, création de contenu. Donc, comme je disais, pour tout le volet création de contenu, mais avant de continuer, là, vous devez vous demander comment ça, le gars il arrive avec une gourou puis une nouvelle coupe de cheveux. C'est que j'avais tout simplement oublié mon rendez-vous chez le barber, fait que j'étais là, 1 heure plus tard, je suis back on track. Donc, enfin, la création de contenu. Une fois que tout l'aspect stratégie et branding est défini dans vos têtes, vous avez fait des notes, vous avez peut-être un document, un dossier Google quelque part qui relate le tout, là, c'est enfin le temps de créer votre contenu. Donc, de notre côté, on travaille sur 3 fronts. Il y a le contenu organique, il y a le contenu payant, donc ça, c'est les ads, les publicités, et le contenu média. Donc, concernant le contenu organique, il y a 2 niveaux de contenu à ça. Il y a le contenu short form et long form. Donc, le contenu short form, là, c'est ce que j'ai mentionné dans le fond en intro de vidéo. C'est les fameux vidéos verticales d'1 minute et moins diffusées sur Facebook Reel, Instagram Reel, TikTok, YouTube Short, LinkedIn. Donc, c'est un très, très bon médium. Mais il ne faut pas voir ça comme une fin, c'est une stratégie parmi tant d'autres. Donc, lorsqu'on commence le contenu short form, il faut minimalement publier aux 3 jours pour commencer à avoir une constance, une fréquence. D'un côté, plaire à l'algorithme, puis aussi l'autre côté, se pratiquer. Se pratiquer à trouver des sujets, à publier des vidéos, avoir des feedbacks, utiliser le contenu organique comme une étude de marché, voir c'est quoi les retours, etc. Donc, commencer avec une publication, 2 jours off, une autre publication, c'est très bon comme point de départ. Tantôt, je parlais aussi de séries. Donc, il y a énormément de personnes en ce moment qui se concentrent sur un seul type de série et c'est le Real Talk, qui est très bon. Mais à partir du moment que vous avez la chance d'avoir plusieurs autres séries, faites-le. Ça va varier votre plan de contenu. Ça va peut-être attirer des paires de yeux, des gens différents. Ça va vous laisser la chance aussi d'essayer d'autres styles puis savoir, vous, dans quoi vous êtes bon puis qu'est-ce que vous aimez le plus faire. Donc, Real Talk, c'est super bon. Vlog Style, c'est très, très bon. C'est un peu plus intimiste. C'est le temps de laisser aller un petit peu plus votre personnalité. C'est vraiment de documenter votre quotidien. Ça, Steven en parle beaucoup là, dans ses vidéos. Il y a vraiment quelque chose de spécial lorsqu'on arrive à documenter notre quotidien. On croit énormément au build in public. Donc, à partir du moment que vous développez une expertise, une entreprise, un média, documentez-le. Vous pouvez commencer avec des stories tout simplement. Vous pouvez commencer avec des petits blogs, des petits vlogs faits très simplement. Mais les gens aiment ça, apprendre à vous connaître. Oui, le Real Talk, c'est très bon pour donner de la valeur ajoutée, des
tips and tricks, vraiment aider votre client idéal dès maintenant. Mais il faut aussi connaître votre personnalité, votre authenticité, comment vous êtes avec les autres, votre quotidien. Donc, le vlog style est très, très, très intéressant pour ça. Ensuite, les vidéos esthétiques. C'est les vidéos axées sur du B-roll, c'est des courtes séquences de vidéos, des belles shots. Il y en a peut-être 1, 2, 3, 4, 5 qui sont représentées par l'entremise d'une bande sonore trendy ou non. Très populaire sur Instagram, TikTok, oubliez ça, ça sert à rien. On peut l'accompagner de quelques phrases courtes, soit une phrase d'inspiration, soit un petit truc en 2-3 étapes, quelque chose de simple. Donc, c'est un type de vidéo très facile à faire. C'est pas intimidant du tout. Aussi, étant donné que votre vidéo esthétique va être courte, 5, 6, 7 secondes, vous allez profiter du loop vidéo. Donc, il y a des gens qui vont le voir 1, 2, 3, 4 fois, étant donné que c'est très court. Donc, ça va gonfler vos vues en quelque sorte. Vous avez plus de chances justement d'avoir des vues, d'être viral sur Instagram avec ce type de vidéo-là. Mais c'est très dur de donner de la valeur ajoutée à votre client idéal avec ça. Donc, je vois des comptes Instagram des fois qui capitalisent à 100% sur ce genre de vidéo-là. On n'a jamais entendu la voix de la personne, on n'a jamais entendu le conseiller, le coach, donner un conseil, peu importe. Donc, moi, peut-être que je connais peut-être un petit peu plus le domaine, puis mon bullshit detector est peut-être plus égayé, mais quand je vois ça, je me dis, ben là, s'il fait juste des vidéos de ce genre-là, il sait-tu de quoi qu'il parle? Donc, à petite dose, c'est bon, mais il ne faut pas juste faire ça. Ensuite, tout ce qui est vidéo trendy, c'est bon, là. Embarquer dans un trend, que ce soit un sketch, que ce soit... Peu importe, là. C'est super bon. Ça rend votre stratégie, votre plan de contenu global un petit peu plus le fun, pimenté, spicy. On aime ça. Encore une fois, il faut que ça soit une série parmi tant d'autres. Vous ne pouvez pas non plus que faire des trendy vidéos. Ensuite, tout ce qui est keynote, lorsque vous avez la chance de parler devant public, que ce soit une conférence, un atelier, un workshop, peu importe, lorsque vous pouvez le faire, faites-le, documentez-le, apportez votre cellulaire avec un trépied, quelque chose de très très simple parce que ça vous donne rapidement beaucoup d'autorité. Ça vous donne l'occasion de répondre en direct à des questions aussi. Donc, l'audience va être témoin d'échanges spontanés. Ils vont voir que ce n'est pas un texte que vous avez appris par cœur, quoi que ce soit. C'est beaucoup moins intimidant que de parler directement à la lentille aussi. Donc, c'est un format vraiment, là, si vous avez la chance, faites-le. Et enfin, les Vox Pop. C'est le fun, c'est ludique, tout le monde aime ça. Si vous avez un concept particulier qui matche bien avec vos objectifs d'affaires, ça aussi, ça peut être une bonne avenue. Donc ça, c'est des choix de séries. Il y en a sûrement un très grand nombre de plus qu'on pourrait ajouter. Ça, c'est les top 6, si vous voulez. Et ensuite, une fois qu'on a décidé, OK, moi, je vais faire un petit peu de real talk puis de vlog. Je vais commencer mon plan de contenu avec ces deux séries-là. C'est d'y aller avec les sujets. C'est quoi vos choix de sujets? Pour ça, il faut vraiment se mettre dans la peau de son client idéal. Je vous invite à faire des recherches Google dans votre domaine, voir, OK, c'est quoi les top liens, y a-t-il des articles de blog? Lorsque vous cliquez sur les articles, ça vous mène à quel genre de page? Si les pages sont en top de Google, c'est que le contenu est bon, c'est qu'il y a eu beaucoup de trafic, donc ça vous donne une idée. Il y a aussi tout ce qui est Google Keyword Planner et keywordtool.io. Ça, c'est des outils qui permettent de voir les tendances de recherche de mots-clés. Donc, c'est beaucoup les gens qui travaillent en publicité Google qui utilisent ça. Si vous utilisez ces outils-là, puis vous commencez à insérer des mots-clés issus de votre domaine, à poser des questions, à analyser ça, mais ils vont vous suggérer d'autres questions, ils vont vous suggérer d'autres thèmes. Donc ça aussi, ça peut vous donner des idées de sujets pour vos vidéos, tout simplement. Tout ce qui est sondage, focus group, c'est bon. ChatGPT, c'est bon. Mais il faut l'entraîner. Il faut vraiment développer une pratique là, avec ChatGPT. Il ne faut pas simplement demander, OK, donne-moi 15 questions pour telle profession. Mais il y a vraiment quelque chose à faire de très, très, très intéressant. D'autant plus si vous payez le forfait, je pense qu'il est à 20$ par mois. Il y a quelque chose de très intéressant à faire à partir du moment que vous avez déjà fait de votre part tout votre thinking stratégique.
Donc, si de votre côté, vous avez fait votre réflexion, puis vous arrivez sur ChatGPT avec des bonnes questions, des bonnes angles d'attaque, bien là, ça va être un bon partenaire pour vous. Puis ensuite, tout ce qui est commentaires. C'est pour ça qu'un peu plus tôt, je vous disais, si vous avez la chance de faire des vidéos, faites-le maintenant, comme ça, vous allez pouvoir l'utiliser comme étude de marché. Ben, autant au niveau des vues que dans des commentaires, si vous commencez à avoir des interactions, puis il y a des gens qui vous demandent, qui vous posent des questions, puis les questions, ça fait beaucoup de sens, puis il y a d'autres membres de votre communauté qui pourraient en profiter, bien, prenez ces questions-là, mettez-les dans un document et à votre prochain tournage, traitez-les tout simplement. Donc, au niveau des short forms, on va vraiment travailler l'entonnoir de vente globale. Donc, on va aller chercher des vues, on va attirer l'attention, on va convertir l'attention, puis on va la closer. Donc, c'est important de faire des sujets qui sont vraiment en top d'entonnoir, assez large, peut-être des sujets d'actualité, peut-être un petit peu plus ludiques. Ensuite, d'y aller avec des sujets un peu plus en milieu d'entonnoir de vente. C'est là que vous allez donner énormément de valeur ajoutée à votre audience. Puis après, pour les closer, ben, il faut assumer la vente. C'est pour ça que c'est super intéressant de faire des vidéos vraiment axées sur un discours de vente, assumé, où est-ce que vous pouvez expliquer par exemple qui vous êtes, qui est-ce que vous faites, puis comment faire affaire avec vous. Ça fait 3 beaux vidéos que vous pouvez piner en en-tête de votre profil IG, par exemple. Donc, ça, c'est tout le contenu short forms. Le contenu long form. Donc, ça, c'est les formats longs horizontal qu'on va aller mettre par la suite sur un channel YouTube ciblé. Donc, la manière, le mindset que je vous invite à avoir avec ce type de vidéo-là, c'est vraiment comment je peux donner le plus de valeur à mon client idéal. Puis là, si vous commencez à vous dire, OK, il y a tel sujet que je pourrais faire, mais là, je ne vais pas dire tous mes secrets de business, justement, faites-le. Donc, c'est des vidéos horizontales, 8 minutes, 10, 15, 20, 30. Tu sais, en ce moment, je fais une vidéo value asset. C'est exactement ça que je fais en ce moment. Donc, c'est une vidéo longue que je donne le maximum de valeur ajoutée. Comme ça, j'augmente le niveau de confiance entre moi et mon audience. Je leur permets de faire un bout de chemin seul. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à passer à l'action, c'est bien correct. Ils n'ont peut-être pas le budget, ils sont peut-être en démarrage, peu importe la raison. Le mindset qu'il faut avoir, c'est que si on peut les aider à faire des sous dès maintenant de leur côté, c'est parfait. Puis quand ils vont être prêts à passer à la prochaine étape, faire affaire avec vous, bien, c'est avec vous qu'ils vont faire affaire et avec personne d'autre parce que vous avez déjà commencé à bâtir une relation. Donc, choix de sujet, étude de marché, exemple, quand vous avez une vidéo qui a eu énormément d'engagement en format short forms, là, ça donne un bon indicateur que, au lieu de le faire en 1 minute, je préfère une version 5, 10, 15 minutes de ce concept-là, le mettre sur YouTube et rediriger les gens vers ce vidéo-là. Il y a des études de cas clients que vous pouvez faire, top tips, how to. Il faut vraiment l'aider à régler ses problèmes actuels dès maintenant. Donc, vous l'avez compris, c'est des vidéos qui sont plutôt en bas d'entonnoir de vente, donc pour convertir, pour closer. Puis, c'est à partir du moment que vous avez du contenu short et long que là, vous pouvez commencer à jongler avec une stratégie un petit peu plus peaufinée. Puis, pendant que toutes vos concurrents se concentrent sur des formats d'1 minute, c'est pas long 1 minute là. Vous avez des 1 minute, vous avez des 1 minute qui menent vers un call to action, vers votre channel YouTube. Sur votre channel YouTube, vous avez 4, 5, 10 vidéos, 12, 30 de 10 minutes et plus où est-ce que vous donnez énormément de valeur. Donc, pendant que les gens alentour de vous se limitent à du court format, vous faites du court, du long, vous aidez encore plus votre audience. Puis, c'est vraiment en leur donnant le maximum de valeur que vous allez vous différencier des autres. Vous allez vraiment vous positionner comme l'expert incontesté de votre domaine, puis vous allez closer plus de clients. Donc, ça concerne le short form, le long form. Ensuite, il faut comprendre qu'une architecture à travers ce type de vidéo organique-là, que ce soit du court ou du long, nécessairement, il faut commencer par un hook. Un hook, ça commence à être un concept de plus en plus reconnu, connu, peu importe, je ne vais pas passer 20 minutes là-dessus, mais c'est l'introduction de votre vidéo.
Pour les short forms, c'est les 5 premières secondes, on va dire. Pour les long forms, ça peut être la première 30 secondes, la première minute. Donc, c'est vraiment comment je peux capter l'attention le plus possible. Il y a différentes stratégies là-dessus. Qu'est-ce que je vous dirais, c'est de ne pas trop tomber dans la technique. Des fois, je vois des gens là, qui ont vraiment un style d'article de blog des années 2003. Genre, voici 10 trucs et le 10e truc, là, je te le jure, il va changer ta vie. Fait que ça, on comprend que c'est une tactique pour que la personne écoute la vidéo jusqu'à la fin. Le bullshit détecteur des gens est de plus en plus aiguisé. Donc, laissez faire les techniques. Soyez humain, naturel. C'est certain qu'il faut être spicy au début de vidéo, mais après, il faut surtout livrer la marchandise. Donc, le corps du vidéo, c'est vraiment pour maintenir l'attention, donner le maximum de qualité, de contenu, à être authentique. Donc, il faut vraiment s'habituer à délivrer des bons messages dans des formats vidéo conçus pour le web. Moi, j'essaie d'éviter le plus possible tout ce qui est script. Je sais qu'il y a des gens qui l'utilisent et qui le font très bien. Il y a des gens qui l'utilisent uniquement pour le volet publicitaire, l'organique, qui n'ont pas de script. Ce que je vous dirais, c'est vraiment d'écrire votre hook en avance, peut-être 4-5 points, des messages clés importants à passer à travers votre vidéo, le mettre sur le côté, lire, ensuite faire votre vidéo, vous reprendre, etc. Puis de le faire de la manière la plus authentique possible. À partir du moment que vous lisez un texte, puis vous avez un ton très radio-canadien, les gens vont s'en rendre compte tout de suite, puis ça vend pas là, un humain qui est capable de lire un texte fait par ChatGPT. Donc, essayez de laisser faire le script, mais je peux comprendre, il y a des gens qui vont peut-être commencer avec ça. C'est correct aussi. Et la fin du vidéo, c'est le pay-off. Si dans le hook, on a présenté une promesse, il faut la livrer à la fin. Si en en-tête du vidéo, on a dit qu'à la fin, vous allez arriver avec tel résultat, vous allez comprendre tel concept, il faut le livrer. Donc, il faut vraiment que la personne, à la fin du vidéo, ait une perception de valeur. Si elle n'a pas de perception de valeur, ça va servir à rien. Donc, ça, c'est vraiment l'architecture d'une vidéo conçue pour le web. Donc là, on a vraiment fait le tour de tout ce qui est contenu organique. Ensuite, le contenu payant. Je ne vais pas élaborer énormément là-dessus. De toute façon, il y a énormément de ressources en ligne sur tout ce qui est publicité Facebook, IG, Meta, TikTok, name it. Tout ce que je vais vous dire là-dessus, dans le fond, c'est que vous avez deux grandes possibilités. Vous en avez 400, là, mais il y a deux grands chemins que vous pouvez prendre en publicité numérique. Premier chemin, c'est de cibler une audience froide. Donc, au lieu de se fier 100% à l'organique, puis là, j'ai 200 vues, 50 vues, là, ça fait 3 mois, j'ai mon premier vidéo à 1000 vues, ça peut être long. Donc, prenez vos top vidéos qui ont performé en organique ou prenez une vidéo où vous sentez que vous tenez quelque chose d'intéressant et présentez-la à une audience froide. Avec un petit budget, ça peut commencer à 10$ par jour, par exemple. Cette publicité-là va avoir comme objectif d'avoir un call to action d'abonnement. Donc, au lieu de se fier 100% à l'organique, on met nos billes dans des paniers différents, donc l'organique, le payant. On a une belle campagne avec un beau vidéo dont on est fier, qui roule en payant avec des nouvelles paires de yeux. Il y a un certain pourcentage de personnes de cette pub-là qui vont atterrir par la suite sur votre profil, qui vont regarder vos autres vidéos, qui vont dire « lui est intéressant, il ne faut pas que je le perde de vue » et ils vont cliquer sur votre pub. Fait que ça, c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est travailler l'audience tiède. Donc là, on parle vraiment de remarketing, reciblage. À l'organique, vous allez travailler à montrer votre audience. Par la suite, une fois que votre audience est réchauffée, c'est intéressant de la recibler avec là un call to action vers un rendez-vous, vers votre landing page, vers une offre. Donc, au lieu de travailler sur une audience froide, vous allez travailler sur une audience qui a déjà été réchauffée. Comme ça, vous allez avoir plus de chances de closer un certain nombre de rendez-vous comme ça. Donc, ça ressemble vraiment à ça. Et ensuite, le contenu média. Enfin, le contenu média. Donc, le contenu média. Quand on dit média, c'est pas pour le fun. Il faut vraiment avoir le mindset média.
Donc, dans un premier lieu, si vous avez un concept de podcast, une web série, un dating show, name it, pensez vraiment à votre concept en forme de saison. Donc, on peut dire qu'une saison est par exemple 12 épisodes de 1 heure. Ensuite, le fait de formater votre projet média en saison comme ça, de 1, ça va faire en sorte que toute votre planification, vous pouvez la faire en amont. Ensuite, tout votre tournage, une fois que les invités, tout ça est booké, vous pouvez la faire en 3, 4, 5 jours, tout collé, beaucoup plus simple. Ensuite, le montage et ensuite la diffusion. Le fait de travailler par batch de même, là, ça va simplifier beaucoup, beaucoup de choses de votre côté. Et ensuite, tout le volet commandite. À partir du moment que vous travaillez par saison, au lieu de vendre des épisodes à la pièce ou par 4 épisodes, peu importe, dans votre plan de commandite, vous pouvez aller voir des entreprises potentielles et leur dire, regardez, moi j'ai une saison de 12 épisodes. 12 épisodes qui va être découpés en 1 à 2 extraits et chaque épisode va être découpé en une quinzaine de clips pour les réseaux sociaux. Ça, là, ça totalise environ, plus ou moins, 1000 publications uniques diffusées dans une période de 3 mois. C'est en parlant de même à vos annonceurs potentiels que là, vous allez donner la stature à vos forfaits. On en parlait là, tantôt, là, présentateur, c'était où déjà ici? Donc, lorsque vous allez travailler vos forfaits présentateurs, partenaires et supporters, c'est en travaillant par saison que là, vous allez pouvoir mettre un prix vraiment intéressant où est-ce que vous allez avoir un bon revenu, puis l'annonceur aussi va en avoir pour son argent parce qu'il va constater que c'est un projet sérieux, puis qu'il va avoir beaucoup de visibilité tant au niveau des épisodes intégraux que des clips sur les réseaux sociaux. Parce qu'on sait que les clips de réseaux sociaux, c'est là qu'il va avoir un plus grand potentiel de viralité, puis que les épisodes intégraux, ça va prendre un petit peu plus de temps. Donc, c'est de cette manière-là que c'est intéressant à travailler. Donc là, j'ai parlé d'une saison, 12 épisodes. Un épisode, c'est entre 1 à 2 heures environ. L'épisode intégral va être diffusé sur YouTube. Ça peut être aussi diffusé sur Spotify, sur Apple Music, etc. Un extrait, c'est entre 8 et 15 minutes. Pourquoi 8 minutes? Parce que c'est le nombre de minutes minimum pour que ce soit monétisable sur YouTube. Donc, c'est pour ça que c'est super intéressant de l'avoir à 8 minutes et plus. Ensuite, des fois, c'est pas l'épisode intégral qui va t'amener des abonnés. Des fois, c'est des gens qui vont voir les clips, qui vont uniquement se concentrer sur un extrait de 8 minutes, puis c'est après l'extrait qui va l'amener vers l'intégrale. Fait qu'encore une fois, c'est un peu comme une vue d'entonnoir. C'est intéressant de travailler en multiformat comme ça. Puis les clips verticaux, nous, là, pour environ 1 heure d'émission, on peut en faire minimum 15. Donc, souvent, je vois des projets où est-ce que, bon, il y a un clip sous forme de bande-annonce, où il y a 3 clips par épisode. Un moment donné, là, quand vous commencez un projet comme ça, là, il faut mettre l'épisode intégral de côté, là, puis vraiment se dire combien de clips je peux sortir avec ça, parce que ça va être vraiment ça la base des vues que vous allez générer. Ça va partir des clips, donc il ne faut pas penser qu'on va... On s'est déjà fait dire, nous dans le passé, ah, mais je veux pas tanner l'audience, je veux pas en faire trop. Ça, c'est vraiment des pensées limitantes. Je vous invite à les sortir de votre tête. Le plus important dans un projet média en démarrage, c'est les clips. Puis, si tu peux en publier 1 par jour, 2 par jour, go for it. Donc, ça ressemble à ça, la structure, dans le fond, de contenu pour un média. Ensuite, choix, pas des sujets, mais du concept en tant que tel. Il faut avoir en tête autant l'audience que les commanditaires potentiels. Donc, il faut que ça soit commanditaire friendly. Il faut que l'audience soit intéressée par ce concept, ce sujet-là. Donc, oui, effectivement, il y a le format podcast, mais je pense qu'il commence à avoir de plus en plus une fatigue dans le format podcast traditionnel, des gens assis autour d'une table qui parlent. C'est pour ça que nous, on parle de plus en plus du format série en ligne, show, variété, name it. Donc, c'est vraiment comment je peux créer un show au-delà de 2 personnes ou 4 assis autour d'une table. Talk show, dating show, télé-réalité, série documentaire, variété, des quiz, des challenges. Il faut vraiment penser comme Musique Plus dans les années 2000. Quel type de show je pourrais faire
pour mon entreprise. Et la beauté là-dedans, c'est que au lieu d'acheter de l'espace publicitaire dans le show d'un autre, comme à OD par exemple, je vais créer mon propre show et je vais gérer moi-même mes propres espaces publicitaires. Donc c'est hot, là. Puis, il ne faut pas avoir peur de think outside the box. Comme moi, par exemple. Ça fait 2 ans que j'essaie de faire un dating show avec un restaurant. Fait que moi, mon idée, c'est simple, c'est le format dating show est très, très, très populaire. On le sait que ça marche, ça fonctionne bien. Il y a moyen de faire dating show comme un peu pour les gens qui écoutaient ça à VTL, Opération Séduction. C'était pas très, très compliqué, là. De mémoire, c'était un épisode, une femme, 4 hommes ou vice-versa. On rencontre chacune une personne, puis à la fin, elle décide du gagnant, admettons. Ce type de concept-là, présenté dans un restaurant, où est-ce que le premier date, c'est l'entrée au bar, le deuxième date, c'est le repas principal, le troisième, c'est le dessert, le quatrième, c'est... Tu sais, voyez là, c'est que le restaurant, l'établissement en tant que tel, devient le plateau tournage. Le show devient une excuse pour montrer l'établissement, le staff, l'ambiance, la nourriture, l'alcool, etc. Ensuite, on sait que c'est du contenu à haut potentiel viral qui va générer beaucoup de vues. Si un restaurant ou peu importe est associé à ça, on sait que ça va marcher. Donc, c'est vraiment de sortir des idées un petit peu folles, puis vraiment de penser, là, tu sais, comment je préfère un show en ligne. Ça, on pourrait en parler longtemps. Là. Moi, Steven, Dom, Jay, on est vraiment passionnés par cet onglet-là. Tout ça pour dire que si vous n'êtes pas rendu là, c'est correct aussi. Si vous voulez uniquement commencer par du short form, parfait. Prochaine étape, c'est vraiment d'ajouter des formats longs lorsque vous commencez à être peut-être un peu plus à l'aise, à développer vos concepts de manière un petit peu plus soutenue. Faites le long form. Puis, un moment donné, le concept média viendra. Puis, si au contraire, vous êtes par exemple un influenceur dans le domaine sportif, puis vous avez le goût de faire une espèce de show, une compétition en format série YouTube, ben commencez direct avec du contenu média. L'important, ça va être de vraiment penser en termes multiformats, d'avoir des épisodes intégrales, d'avoir des clips, des extraits, de travailler par saison. Et ensuite, lorsque vous allez travailler à rechercher des commanditaires, c'est vraiment par bloc de saison que vous allez vendre vos forfaits et faire des sous avec ça. Ensuite, il y a tout l'aspect communauté en ligne, Patreon, qui peut fonctionner aussi là-dessus. Donc, ça, c'est tout le volet contenu, les amis. Finalement, la diffusion et la conversion. C'est là que vous allez justement décider est-ce que vous allez faire une prière pour convertir votre trafic en client ou vous allez passer à l'action. Donc, si vous décidez de passer à l'action, ça va ressembler à ça. Donc, premièrement, vos vidéos vont être diffusées sur les réseaux sociaux, donc les formats courts sur toutes les plateformes, formats longs sur YouTube, et vous allez générer des DM, des likes, des commentaires, des abonnements. Et là, l'opportunité. Il y a énormément de vos concurrents actuellement qui dorment au gaz à cette étape-là, puis qui ne prennent pas le temps d'échanger avec leur communauté. Donc, à partir du moment que vous prenez action avec les gens qui vont vous DM, vous liker, vous envoyer des commentaires, c'est là que vous allez pouvoir générer des leads qualifiés. Donc, premièrement, faire des stories high value. Donc, il y a beaucoup de gens qui oublient que l'espace story est super important. Pourquoi? Parce que c'est les gens qui sont abonnés à votre réseau social qui voient cet espace-là. Donc, c'est une audience tiède. Donc, une très bonne occasion de faire des appels à l'action vers des rendez-vous, des meetings stratégiques gratuits, des séances de brainstorm, d'utiliser justement vos value assets, donc vos formats vraiment plus longs, puis de les présenter en story avec un bouton qui mène vers la vidéo, par exemple. Et ensuite, c'est d'activer des conversations à partir du moment que vous avez des DM ou ne serait-ce que des likes ou des nouveaux abonnés. C'est vraiment d'interagir avec ces gens-là de la manière la plus humaine possible, parce qu'il y a des gens qui le font, puis tabarouette que ça a l'air d'être des robots vendeurs, là. Donc, c'est vraiment une interaction humaine et ouverte qui peut commencer de la manière la plus banale qui soit, comme par exemple « Hey, salut, merci énormément pour ton abonnement. Je peux te savoir pourquoi tu t'es abonné? Y a-t-il une vidéo en particulier que tu as aimé? Etc. etc. » Fait que c'est vraiment d'ouvrir une discussion,
de savoir c'est quoi l'état de la situation de cette personne-là, c'est quoi ses défis actuels, puis de savoir si tu peux l'aider dès maintenant. Justement, si tu as une vidéo YouTube que tu juges qui pourrait répondre parfaitement à son besoin, c'est à ça que ça sert. C'est à ça que ça sert. Donc oui, les vidéos sur YouTube vont pouvoir générer des nouvelles paires de yeux, puis travailler l'algorithme YouTube tranquillement mais sûrement. Mais c'est vraiment une bibliothèque à prendre et à utiliser pour activer des conversations, pour aider le plus possible les gens dès maintenant. Puis s'ils ne sont pas prêts à passer à l'action dès maintenant avec toi, puis de faire une transaction, c'est correct, c'est fine. Donc si tu les aides tout de suite, puis c'est dans 3 mois, dans 6 mois que là, ils ont le revenu ou là, sont rendus vraiment à l'étape qu'ils ont besoin de faire affaire avec toi, ben, ils vont se rappeler de toi parce que vous avez déjà une relation bâtie. Donc, activer les conversations, c'est super important. Envoi de value asset, puis aide en direct via DM. Mais là, c'est bien beau, aider, valeur, j'en parle depuis tantôt. À un moment donné, il faut assumer la vente. C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est important de qualifier la personne qui est dans vos DM, puis de l'envoyer vers un rendez-vous de vente. Tu sais, ça sert aussi à ça, tout ce qu'on est en train de parler depuis tantôt, ça sert à closer des deals. Donc, super important de qualifier, puis envoyer un lien Calendly ou les envoyer vers un VSL, donc une landing page, là, accès là-dessus, pour ensuite transformer ou non cette vue-là, cet abonné-là en client. Donc ça, là, c'est le chemin final. Ensuite, au niveau des ads, ben, à partir du moment que vous avez une publicité axée sur votre audience tienne, vous pouvez essayer aussi d'envoyer ce trafic-là directement vers une landing page de vente. Ça peut être, si elle est bien faite, si votre offre est réellement irrésistible, ça peut les amener vers la qualification et un rendez-vous de vente. Donc, moi, je ne suis pas ici pour vous dire de choisir de travailler uniquement votre closing de vente sur les réseaux sociaux ou uniquement sur VSL. Essayez tous les côtés. Puis, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux puis d'optimiser chacune des étapes en conséquence. Ensuite, pour le volet média maintenant. Ben, encore une fois, ben, la diffusion. Vous allez diffuser partout, vous allez générer des vues, des likes, des commentaires, des abonnements. Ensuite, c'est faire des stories d'engagement, d'interagir avec sa communauté, de constamment mettre à jour son plan de commandite. Première saison, peut-être qu'on n'aura pas beaucoup de data à mettre, puis ça va être un petit peu plus dur à vendre, mais on en a vendu des premières saisons là, avec des commanditaires si on avait 0 abonnés. Fait que c'est possible, mais à partir du moment que vous avez des abonnés, que vous avez une audience un petit peu plus développée, admettons, mettez à jour votre document, puis tout le processus justement de prospection de commanditaires, il ne se fait pas en 2 saisons. Il se fait continuellement. Fait que c'est important d'avoir un bon pitch deck de plan de commandite, puis d'avoir une prospection commanditaire soutenue à travers le temps pour transformer votre prospect en rendez-vous de vente et de savoir si, encore une fois, il close, oui ou non. Et enfin, tout ce qui est monétisation de la communauté. Donc, mettre à jour tout ce qui est monétisation YouTube, Facebook. Ça prend du temps à se faire monétiser. Il y a certains critères à respecter, puis il y a des actions à faire pour remplir ces critères-là. Donc, c'est important de se mettre à jour là-dessus. Puis, tout ce qui est Patreon, ben, si votre audience n'est pas au courant que vous avez un Patreon, ben, il n'y a personne qui va rentrer dedans. Donc, c'est important de faire la promotion Patreon à travers des stories, à travers du contenu vidéo. Je vois énormément de podcasts québécois qui utilisent un Linktree. Donc, sur le Linktree, il y a le lien du YouTube, il y a le lien du Patreon. C'est super bien démontré. C'est une bonne tactique parmi tant d'autres. Ensuite, c'est des amener vers le landing page Patreon. Puis, encore une fois, closer ou non. Donc, ça ressemble vraiment à ça, le parcours de je suis qui à bon, ben, je viens de générer du revenu grâce à ma stratégie. L'idée, c'est pas d'essayer de tout faire en première étape, c'est vraiment d'y aller par phase. Vous pouvez commencer par réfléchir à votre stratégie, c'est parfait. Ensuite, commencer à faire quelques contenus short forms, c'est encore mieux. Après, essayer d'avoir comme objectif de faire une vidéo YouTube par mois. C'est mieux ça que rien. Utilisez votre contenu value asset pour activer
des conversations en DM, être actif, être vraiment actif là, par rapport à votre communauté et non passif, l'entretenir. Donc, pour finir, nous, chez Prolific, on a 3 divisions. On a le club, on a l'agence, on a le média. Le club, c'est si vous voulez apprendre à monter votre propre stratégie. Donc, c'est une communauté en ligne privée où est-ce qu'à travers un parcours de 120 jours, on va vous apprendre comment réfléchir votre stratégie, l'exécuter et l'optimiser à travers une formation en ligne avec des vidéos préenregistrées et un accompagnement aussi de notre part personnalisé. Donc, si ça vous intéresse, faites-nous signe. Le volet agence pour les gens qui veulent complètement déléguer l'idéation et l'exécution de leur plan en stratégie de contenu. Puis tout le volet média, c'est vraiment pour les gens qui veulent se concentrer sur avoir un show, une série en ligne sur YouTube. On développe aussi des partenariats là-dessus. Donc, à partir du moment qu'on sent que le projet est vraiment sérieux, puis qu'il y a un fit entre nous et vous, mais au lieu d'avoir vraiment le profil fournisseur, on peut carrément être partenaire, se partager les risques, se partager les profits. Donc, si vous avez une bonne idée, vous pouvez nous la pitcher. Et tout ça, dans le fond, ça commence avec une session stratégique gratuite. Pour de vrai, c'est 1 heure avec moi ou avec Steven au prolific.cc. Prise de rendez-vous sur Calendly, bien simple. La base, c'est vraiment qu'on va rentrer dans votre situation actuelle, essayer de comprendre c'est quoi votre marché, votre offre de service. Est-ce que vous avez déjà entamé une stratégie ou non? Puis on va essayer de vous présenter un enlignement sommaire. Et si vous voulez nous déléguer cet enlignement-là ou apprendre à la faire par vous-même, ça va être possible. Ciao, ciao. Donc, j'espère sincèrement que ce vidéo-là t'aura aidé à réfléchir ton propre écosystème de contenu. Si tu as quand même besoin d'aide, nous, là, by the way, c'est Prolific, puis on fait ça de notre vie. Donc, si tu veux faire affaire avec nous, très simple, 3 divisions, club, agence, média. Le club, c'est si tu veux qu'on t'enseigne comment faire l'idéation et l'exécution de ta propre stratégie de contenu. L'agence, c'est si tu veux nous déléguer ça au complet. Et média, c'est si tu as un concept média, là, un concept de série YouTube, tu es tellement confiant de ton concept que tu penses que tu pourrais nous convaincre de partnership avec toi. Donc, on devient partenaire, on partage les risques, on partage les bénéfices. Si tu veux nous en parler, prolific.cc. Tu as juste à aller sur notre landing page, réserver ton rendez-vous, 45 minutes. On va faire le tour de tes besoins. Puis, si on va de l'avant, tant mieux. Sinon, il va y avoir le channel YouTube qui va continuer à diffuser d'autres vidéos si tu veux développer encore une fois tes connaissances dans ce sujet-là. Ciao!